Salut les baroudeurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le sujet comment être à l'aise la nuit en bivouac. Je suis posé moi-même là sous mon tarp. Et je repensais à un ami qui est parti faire Compostelle en bivouac et qui n'a pas beaucoup d'expérience du bivouac. Et je me suis rendu compte que malgré tous les conseils que j'ai pu lui donner pour l'aider à lâcher prise sur toutes les appréhensions qu'il pouvait avoir à passer la nuit seul en forêt, c'était pas suffisant. Donc je me suis dit que j'allais faire une nouvelle vidéo pour enfoncer le clou. Donc ça va être une longue vidéo, je vais rentrer beaucoup plus en détail dans le sujet, beaucoup plus en profondeur dans le sujet. Malgré tout, je ne vais pas trop m'éparpiller, je vais me focaliser en fait sur le point principal qui distingue, qui différencie un baroudeur expérimenté d'un baroudeur novice, qui est tout simplement la capacité à rester détendu de nuit dans le noir, quoi. Donc capacité à rester détendu, ça implique de la relaxation. La relaxation, ça implique de la respiration. Capacité à rester détendu, ça implique également une bonne gestion émotionnelle, une bonne gestion de ses pensées. Donc on ne peut pas y couper d'une façon ou d'une autre. Pour être à l'aise la nuit en forêt, il faut passer par une forme de développement personnel entre guillemets. Il faut devenir en tout cas un bon gestionnaire de ses émotions et de ses pensées. Même quand on est expérimenté et qu'on marche la nuit en forêt ou bien qu'on est posé sur son point de bivouac, lorsqu'un bruit se produit, on peut sursauter. Ça c'est tout à fait naturel, c'est parfois inévitable lorsque le bruit est fort, lorsqu'il est rapproché, lorsqu'on ne parvient pas à l'identifier. Ce qui est important, c'est d'abord, en premier lieu, avant que le bruit se produise, d'être détendu, de déjà ne pas imaginer des choses, ne pas s'attendre à des choses qu'on projette, et puis être capable de se redétendre une fois que le bruit s'est produit. Et c'est ce qui fait, en étant détendu avant que le bruit se produise, et puis en étant capable de se redétendre rapidement une fois que le bruit se produit, c'est ce qui fait que dans la globalité, on se sent bien et détendu de nuit en forêt. Donc on peut distinguer trois stades ou trois étapes, trois parties. La première, comment être détendu avant que le bruit se produise. La seconde, comment être détendu pendant que le bruit se produit. Et puis la troisième, comment se redétendre rapidement ensuite. Première partie, comment être détendu avant que le bruit se produise. Déjà pour les plus jeunes, limiter les films d'horreur et ce genre de choses. C'est évident qu'en regardant des films d'horreur et certains jeux vidéo, etc., avant de partir en bivouac, si vous n'avez pas encore une bonne gestion émotionnelle, une bonne gestion de vos pensées, c'est évident que de façon plus ou moins consciente, vous emmenez ça dans votre tête en bivouac et puis que ça se projette dans l'obscurité. L'imagination court et ça fait monter un niveau de stress alors qu'il n'y a absolument rien dans la réalité. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte si vous êtes sensible à ça. Limiter les films d'horreur et même pas seulement d'horreur en fait, tous les films qui sont susceptibles en fait de générer des angoisses lorsque vous êtes de nuit. Un second point, c'est passer par la réflexion, passer par l'analyse de nos peurs, l'analyse du noir. Quelque part, se trouver de nuit en forêt, c'est un peu comme, vous savez, quand on est enfant et puis on a une veilleuse dans notre chambre, parce qu'on a peur du noir et donc ça nous rassure d'avoir une veilleuse. Et ben, quand on est adulte, et ben, aller en forêt de nuit, c'est un peu pareil, quoi. C'est éteindre la veilleuse, quoi. Il y a une espèce de cap psychologique à franchir qui est un peu similaire parce que finalement on vit en France, on n'est pas tant qu'on n'est pas sur des périples en Afrique, en Asie ou enfin dans des coins où il y a des ours, des loups, des pumas, des tigres, des lions, etc. et n'importe quel prédateur naturel, il y a pas véritablement de raison objective de s'angoisser
par rapport au noir. Il n'y a pas un prédateur qui se cache dans le noir, prêt à nous bondir dessus. Donc en réalité, il s'agit plus d'une peur simplement du noir et de ce qu'on y projette que d'une peur objective de quelque chose qui est véritablement là. Donc il y a cette image, cette comparaison est vraiment pertinente, quoi. C'est quand on est enfant, on a la veilleuse et puis parce qu'on a la peur du monstre imaginaire. C'est exactement la même chose quand on est adulte et puis d'aller en forêt de nuit, on a la peur du monstre imaginaire dans la forêt, quoi. Seconde partie, lorsqu'un bruit se produit, la capacité à rester détendu en fait repose essentiellement sur l'expérience, qui nous montre que à 99,9% des cas, notre réaction, notre réponse émotionnelle, la montée d'adrénaline qu'on peut avoir est disproportionnée comparativement à ce qui se produit effectivement. Il y a un bruit, qu'est-ce qu'il y a après ce bruit? Il n'y a pas grand-chose. Il y a du bruit, il peut y avoir d'autres bruits, un animal qui se met à courir, un animal qui grogne, un sanglier qui grogne, et puis qui se met à courir, etc. Mais les situations où un animal va nous charger, où on va se faire attaquer, ou simplement, voilà, de façon, pour résumer, où notre intégrité physique est en danger, ces situations-là sont extrêmement rares. Donc ce qu'on apprend avec l'expérience, c'est que notre réaction émotionnelle, l'intensité de notre réaction émotionnelle, de notre montée d'adrénaline est disproportionnée à chaque fois qu'un bruit se produit et qu'on a un sursaut. Donc chemin faisant, notre réaction, en se souvenant de toutes les situations qu'on a vécues, notre réaction perd en intensité et puis on finit par être détendu. Autre aspect, c'est tout simplement la capacité à reconnaître un bruit. Reconnaître un bruit, ça ne veut pas dire nécessairement savoir qu'est-ce qui produit ce bruit. Mais à force de passer du temps en forêt, on finit par reconnaître des bruits sans en connaître l'origine. Simplement, on sait, tiens, on est surpris, il y a un bruit, et puis on le reconnaît, on dit, ah oui, tiens, ce bruit-là, ça risque de faire ci ou ça risque de faire ça, et puis ça va durer à peu près 30 secondes et puis ça va passer, quoi. Et le simple fait de reconnaître le bruit, même si on connaît pas, si on sait pas quel animal produit ce bruit, on est rassuré parce qu'on sait par expérience que quand ce bruit se produit, il n'y a pas de risque pour notre intégrité physique. Alors qu'est-ce qui peut vous aider à rester détendu en tant que novice quand vous entendez un bruit sans avoir cette expérience qui vous permette de reconnaître le bruit et puis sans avoir l'expérience qui vous permette de réduire l'intensité de cette réaction émotionnelle? Eh bien c'est de penser que, de vous souvenir que en fin de compte, l'intensité de cette réaction émotionnelle, elle est le fruit en fait de milliers d'années pendant lesquelles on a eu à faire face à des prédateurs. Et donc sa vocation, en fait, pourquoi elle est intense, pourquoi on a une montée d'adrénaline intense, c'est parce que cette montée d'adrénaline est censée nous permettre de grimper rapidement à un arbre ou partir en courant, etc. Donc c'est ce qui fait que quand on ne contrôle pas ses émotions, quand on ne contrôle pas ses pensées, on peut avoir en fait des réactions excessives, de grimper à un arbre, de partir en courant, de crier ou de sortir un couteau. Beaucoup d'entre nous dorment avec le couteau à portée de main encore en bivouac. Donc le fait de réfléchir à ce point-là, que oui, l'intensité de notre réaction émotionnelle et de notre montée d'adrénaline est le fruit en fait de notre cerveau, je sais pas quoi, reptilien ou je sais pas quoi, pour faire face à un prédateur réel et apporter une réponse physique conséquente. N'a plus lieu en fait en France, dans nos forêts. On n'a plus de prédateurs naturels comme ça, on risque pas d'être dévoré, donc notre réaction est disproportionnée.
Donc simplement, si vous vous souvenez bien de ça, ça vous permettra déjà, dans une certaine mesure, de vous relaxer très rapidement quand le bruit se produit et d'éviter d'avoir des réactions excessives. À ce propos, les réactions excessives, en réalité, en fin de compte, c'est ce qui nous met le plus en danger, parfois. Le fait de ne pas contrôler ses émotions, de ne pas parvenir à contrôler ses émotions, à avoir une distance suffisante vis-à-vis de ses émotions et des projections qu'on peut faire. Si on se met à courir de nuit dans les bois, à hurler, à grimper un arbre, à sortir un couteau, etc., finalement on peut se mettre soi-même en danger, plus en danger qu'on ne l'est vis-à-vis du bruit qui s'est produit et qui représente en général pas un danger du tout. Donc quand on songe à tout ça, en fin de compte, notre capacité à rester calme et détendu, c'est ce qui nous assure le plus de sécurité. C'est pas notre montée d'adrénaline qui nous maintient en sécurité, c'est pas le fait d'être sur nos gardes excessivement qui nous maintient en sécurité, c'est le fait d'être détendu et relax. Donc ça aussi c'est un point auquel vous pouvez songer et qui vous aidera à lâcher la pression si vous êtes tendu un peu de nuit en forêt. Quand vous entendez un bruit, vous souvenir de ça, ça vous aidera à vous détendre. Troisième partie, comment se redétendre une fois que le bruit s'est produit. Relaxation, respiration et rire. Il faut savoir rire de soi, comme les enfants aiment parfois rire de se faire peur, aiment rire lorsqu'on leur fait une frayeur. Il faut savoir rire. Le rire, c'est une façon de lâcher prise, c'est une façon d'extérioriser la tension, d'extérioriser le stress et à la fois de générer ou maintenir un état d'esprit positif qui nous permette de vivre agréablement la situation, ou en tout cas pour le moins de la retourner agréablement. Donc une fois qu'un bruit se produit, rire du fait, développer la capacité à rire du fait d'avoir été surpris, et avec cette analyse dont je parlais précédemment, de relativiser la situation et en se regardant soi-même à quel point on a été surpris, à quel point notre réaction émotionnelle, notre montée d'adrénaline est disproportionnée face au bruit. Parfois il s'agit d'une souris ou d'un oiseau qui remue les feuilles, et donc ça on peut en rire, si on a un peu de distance vis-à-vis de soi-même, on peut en rire, et ça permet de garder un état d'esprit très positif, et puis évacuer cette tension qui se manifeste à l'intérieur de soi. Et puis la respiration, évidemment, quand on a un stress, ça permet de relâcher la tension et de revenir à un état d'équilibre. C'est vraiment l'un des points quand on n'est pas habitué à être dans le noir, et puis qu'on a un stress, ce qui rend l'expérience insupportable, c'est en fait quand on n'est pas capable d'évacuer ce stress et de revenir à un état d'équilibre physiologique, à un état détendu. Si à chaque fois qu'un bruit se produit, on monte d'un niveau sur nos gardes, et à ce moment-là, à chaque fois on est de plus en plus tendu, et puis ça devient absolument insupportable. Donc cette capacité à se relâcher, à se redétendre est absolument fondamentale pour se sentir bien de nuit en forêt. Et donc relaxation, respiration, rire, c'est les principaux outils qui nous permettent de nous sentir bien, sont les plus simples, les plus naturels. Il ne faut pas
avoir recours à des techniques sophistiquées de visualisation ou je sais pas quoi. Ça tient pas la route. Ça peut marcher une fois, ça peut marcher 2 fois, mais c'est fatigant, c'est pas naturel. On a besoin juste d'être là dans la présence à ce qui se produit et puis d'accepter ce qui se produit et puis simplement d'avoir une réaction, une réponse qui soit adaptée et proportionnée. Donc maintenant, si vous débutez en bivouac, ce que je vous propose pour mettre tout ça en pratique, pour vous acclimater, si vous n'êtes pas à l'aise en forêt, c'est la balade d'acclimatation. La balade, ce que j'appelle la balade d'acclimatation, c'est aller faire une promenade à la tombée de la nuit, dans une forêt domaniale ou un petit bois que vous connaissez bien. Et puis marcher 10 minutes dans la forêt et 10 minutes pour en ressortir. Donc 10 minutes quand le soleil se couche et puis 10 minutes quand la nuit s'installe dans la forêt. Donc si vous n'êtes pas du tout à l'aise, essayez de faire ça avec un ami. Si vous êtes déjà un peu plus à l'aise ou si vous avez un peu plus de punch, vous pouvez tenter l'expérience seul dès le départ. Vous pouvez emporter une lampe avec vous pour vous sentir en sécurité et puis revenir avec une lampe allumée si besoin. Si vraiment vous êtes chaud patate, allez-y sans lampe, seul, dès le départ. Ça c'est à vous de juger. L'idée c'est ça, c'est faire 10 minutes aller lorsque le soleil se couche, 10 minutes retour lorsque vraiment la nuit s'installe, de façon à vous habituer aux sensations qu'on peut avoir la nuit en forêt. Alors faites ça sur une voie principale dans la forêt, une semi-carrossable, un chemin bien marqué, bien tranché, du genre avec un fossé de chaque côté et puis une vue dégagée sur le ciel, de façon à avoir toujours la clarté du ciel. Et de telle façon que quand la nuit s'installe, en fait, vous voyez le sous-bois devenir complètement noir et puis ça vous permet de vous confronter très progressivement en fait à l'obscurité dans la forêt et de vous habituer aux sensations que ça génère en vous et puis aux appréhensions que ça peut susciter en vous, mais de façon très progressive. Ça vous permettra également, à mesure que vous vous habituez à cette promenade, vous pouvez la prolonger, soit un peu plus loin, à chaque fois, par exemple un carrefour supplémentaire. Et ça vous permettra, au fil du temps, d'être confronté à des situations où peut-être vous allez entendre un animal gambader dans le sous-bois et vous allez être surpris. Et donc vous pourrez voir un peu comment vous gérez vos émotions et puis vous habituer à ça et puis apprendre les bruits. Même si vous ne voyez pas quel animal court dans le sous-bois, vous entendez le bruit et peut-être lorsque ça se reproduit une fois suivante, vous allez reconnaître le bruit et la forêt va vous devenir plus familière progressivement. Jusqu'au point où lorsque vous sentez bien comme ça de faire cette promenade sur cette voie principale, eh bien un jour vous pouvez décider, lorsque vous vous sentez prêt, de rentrer dans le sous-bois, un endroit que vous aurez repéré, de façon à éviter de tomber dans le fossé sur le côté ou de mettre les pieds dans l'eau, ce genre de mésaventure. Vous pouvez simplement repérer un endroit où c'est safe, où c'est comment on dit en français, où c'est sécurisé de rentrer, où vous risquez rien de rentrer dans le sous-bois. Et donc quand vous vous sentez bien, après les 10 minutes, une fois que vous êtes dans la forêt, que la pénombre s'installe, à ce moment-là, vous pouvez rentrer par exemple 5 mètres dans le sous-bois. Si vraiment vous êtes complètement débutant, juste de rentrer ces 5 mètres dans le sous-bois, vous allez déjà pouvoir sentir une tension monter en vous, une certaine angoisse monter en vous. Donc vous pouvez, pour la gérer, si c'est un moment difficile, vous rappeler tout ce que j'ai dit précédemment, et puis qu'un sanglier n'est pas planqué derrière un arbre, prêt à vous bondir dessus, 5 mètres dans le sous-bois. Rentrer 5 mètres dans le sous-bois à un endroit où vous avez repéré, vous ne risquez pas de tomber, de glisser ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce que je disais plus tôt, c'est éteindre la veilleuse dans la chambre, c'est rien de plus que ça.
Donc vous rentrez dans le sous-bois et puis vous attendez ensuite. Vous attendez que vos yeux s'habituent à l'obscurité du sous-bois, à l'atmosphère, et puis vous apprivoisez vos sensations. Vous vous rendez sensible voilà, à la différence d'atmosphère. L'air qui est plus humide, peut-être un peu plus frais, et puis les bruits qui sont un peu plus environnants que lorsque vous étiez sur le chemin, où ils étaient voilà, de part et d'autre. Cette fois, vous êtes un peu plus en immersion. Vous vous donnez un temps pour intégrer tout ça, pour vous imprégner de tout ça, et puis en fonction de vos sensations, soit vous pouvez faire 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres de plus, ou bien revenir sur le chemin principal et puis rentrer chez vous et puis aller un peu plus loin une prochaine fois. Et donc l'idée c'est ça, c'est à chaque fois ensuite progressivement, la première fois 5 mètres et puis la fois suivante peut-être 15 mètres ou 20 mètres et puis 30 mètres ou 50 mètres. Une fois que vous êtes à l'aise comme ça de rentrer quelques dizaines de mètres dans le sous-bois et puis d'y attendre quelques minutes pour vous imprégner de l'atmosphère du sous-bois, ensuite, vous pouvez envisager un chemin de traverse ou un chemin parallèle qui ne soit pas le chemin principal avec des fossés et qui vous immerge un peu plus dans le sous-bois. Donc soit un chemin voilà, qui va longer le chemin principal. À vous de juger, vous pouvez faire simplement des allers-retours, vous rendre à un certain point, une certaine distance sur ce chemin et puis revenir, ou bien l'emprunter d'un bout à l'autre, de façon à vous immerger un peu plus dans la forêt. Lorsque vous avez passé ce cap, vous pouvez ensuite aller un stade plus loin, c'est de faire le tour de la parcelle et puis de la traverser complètement jusqu'à revenir sur la voie principale. C'est également l'une des raisons pour lesquelles je parlais d'une voie principale avec le ciel dégagé et un fossé de chaque côté. C'est de façon à ce que ça soit une allée qui soit vraiment reconnaissable. De telle façon que lorsque vous traversez la parcelle de forêt en entier, lorsque vous retombez sur cette allée, il n'y a pas de confusion possible. Une fois que vous êtes capable de traverser la parcelle de forêt, comme ça, sur ce chemin de traverse, ou bien à travers bois, à ce moment-là, vous êtes déjà au stade où vous êtes capable de gérer grosso modo vos émotions, vos montées d'adrénaline. Ah, la lampe frontale qui m'en serre la tête. Et donc, c'est que vous avez déjà assimilé cette vidéo. Tout ce qui vous manque à ce stade-là, c'est de la pratique. Et puis, j'ai plus grand-chose à vous dire sur le sujet, quoi. Sans doute vos émotions, vos montées d'adrénaline sont encore extrêmement fortes par moment, et puis le temps fera le reste. Mais si vous parvenez à ce stade, vous êtes, je dirais, sorti d'affaire. Et puis dans ce cas-là, je vous souhaite tout le meilleur et puis de belles balades nocturnes aussi, parce que lorsqu'on n'a plus ce genre d'appréhension et puis qu'on se sent soudainement libre de marcher de nuit en forêt et puis voilà, de faire des promenades d'1 heure en forêt, ça devient l'occasion de découvrir la faune et la flore de nuit, et puis d'entendre les chouettes, d'entendre les animaux gambader, parfois d'entendre une horde de sangliers courir, se déplacer sur son point d'eau, etc. Et progressivement de ne plus le percevoir comme un danger. Bien sûr, après il ne s'agit pas de le faire inconsciemment, etc. On tient toujours une distance qui fait qu'on peut se sentir en sécurité, etc. Mais il y a quelque chose de je dirais presque de magique, quoi. La forêt fonctionne un peu comme une ville avec ses habitants qui ont leur planning et puis leurs habitudes de déplacement pour aller au point d'eau, etc. Et donc ça permet de découvrir tout ça de nuit, et on n'a pas souvent l'occasion de voir ça en plein jour, quoi. On le voit beaucoup plus de nuit qu'en plein jour. Donc c'est vraiment ensuite une façon de se connecter à la forêt en profondeur,
et puis de se sentir beaucoup plus partie intégrante de la forêt. Donc écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, parvenir comme ça, vous sentir à l'aise de nuit, et puis jusqu'au point où vous pouvez vous sentir faire partie intégrante de la forêt, un animal à deux pattes qui veille sur la forêt avec bienveillance. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.